Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple dans le secret de l'horloge cassée. Une horloge cassée marque l'heure de la mort. Mais de qui garde-t-il le secret? D'où venez-vous dans le monde? Maintenant, versez, vous quelque chose de chaud, et laissez le mystère commencer. Le village de Highbroom s'était toujours enorgueilli de sa respectabilité tranquille. Niché au milieu de prairies vallonnées et de haies séculaires, c'était le genre d'endroit où l'on se connaissait de vue, sinon de nom, et où les ragots coulaient aussi facilement que le thé à l'Institut des femmes. Ce samedi-là, la fête annuelle du jardin à l'église Saint-Luc battait son plein, et la place du village était remplie de stands de confiture maison, de tombolas et de banderoles flottant paresseusement dans la douce brise. Miss Jane Marple, vêtue d'un cardigan bleu pâle et d'un chapeau élégant, avait pris sa place habituelle près de la tonnelle de rosier, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement tandis qu'elle observait la scène. Sa présence était aussi familière aux villageois que le son des cloches de l'église, mais beaucoup l'ignorent complètement. Cette dame âgée, calme et modeste, sirotant sa limonade. En réalité, son regard perçant ne manquait que de peu. Le révérend Beadle s'affairait au stand de tombola où Madame Price, femme à la poitrine imposante et aux opinions tout aussi influentes, proclamait haut et fort que son chutney allait remporter le premier prix. De jeunes couples passaient d'un pas nonchalant paniers en osier à la main, tandis que les enfants s'élançaient, se poursuivant en poussant des cris de joie. Du kiosque à musique, un quatuor de cuivre interprétait Jérusalem avec une interprétation hésitante. Tout cela était tout à fait ordinaire jusqu'à ce que ça ne le soit plus. L'horloge de l'église Saint-Luc, visible au-dessus des arbres, sonnait 4 heures. Le carillon était familier, mais dès qu'il retentit, un silence sembla s'abattre sur la foule. Car tandis que la dernière note s'éteignait, un cri soudain interrompt les festivités. La voix d'une femme perçante, terrifiée. Les têtes se tournèrent vers le porche de l'église, où Madame Amelia Fawcett, la gouvernante de longue date du vicaire, se tenait debout, serrant l'arche de pierre d'une main, l'autre pointant vers l'ombre fraîche à l'intérieur. Alors il est mort. Là-dedans, au ciel miséricordieux, il est mort. Le chaos s'installe. Les hommes se précipitèrent, les femmes athlètes, et le quatuor de cuivre s'arrêta net. Miss Marple posa son tricot, croisa soigneusement les mains dessus, et se leva avec une assurance surprenante. Elle suivit le flot des villageois vers le porche, l'air profondément inquiet, même si ses yeux déjà s'étaient rétrécis, révélant des détails comme l'ourlet humide de la jupe de Madame Fawcett, la faible odeur de cirage mêlée à celle de la bougie qui émanait de l'intérieur de l'église, la façon dont le révérend se figea, pâle comme du papier, avant de s'avancer. Dans la nef obscure, la réponse à l'horreur de Madame Fawcett devint évidente. Affalée contre le banc en chêne sculpté, se tenait la silhouette inerte de M. Horace Denham, un avocat retraité d'une certaine réputation. Ses yeux fixaient le plafond voûté d'un air absent, et à côté de lui, sur le sol dallé, se trouvait une vieille horloge en laiton, le cadran fêlé, ses aiguilles indiquant 3h30. Les murmures commencèrent aussitôt. Une crise cardiaque, disaient certains. Un accident, chuchotèrent d'autres, remarquant l'horloge cassée. Mais le regard de Miss Marple s'attarda sur l'angle particulier du col de M. Denham, la légère échymose qui s'assombrissait déjà à sa gorge, et ce silence surnaturel qui n'annonçait pas un décès paisible, mais une violence. Autour d'elle, la fête se poursuivait dans une confusion fragmentaire. Les enfants étaient réduits au silence, les femmes emmitouflées. L'inspecteur Creil, appelé du bourg voisin, frappait déjà la foule d'un air déterminé, désireux de faire régner l'ordre. Miss Marple ne s'avança pas et ne parla pas. Elle observait simplement car, à son œil exercé, la mort de M. Horace Denham n'était pas un accident du destin. L'horloge brisée, posée si délibérément à ses côtés, murmurait secrets et intentions. Et elle savait, aussi sûrement qu'elle savait combien de mailles il lui restait à faire, que ce n'était que le début. La nouvelle se répandit dans Highbroom avec la rapidité et l'insistance d'un orage d'été,
se propageant à chaque porte, se murmurant par-dessus les haies du jardin, et se répétant avec des variations dans chaque salon le soir venu. Lorsque le cimetière fut vidé et la fête dispersée dans une confusion diffuse, plus personne ne parla du concours de confiture, ni de la tombola, on ne parlait que de la mort tragique de M. Horace Denham. Madame Price fut parmi les premières à donner son avis, coinçant la pauvre Madame Larche sur le green avant même qu'elle ait récupéré son sac à tricot. « C'était son cœur, j'en suis sûr », déclara-t-elle avec l'air de quelqu'un habitué à avoir raison. Les hommes de son âge et de sa constitution sont toujours à 2 doigts d'une crise. Mon Alfred a suivi le même chemin, et avec moins d'avertissement. La seule différence, c'est qu'Alfred n'est pas tombé avec une grande horloge en laiton sur les genoux. Madame Larche, petite et semblable à un oiseau, cligna des yeux nerveusement et émit un vague murmure d'approbation. Elle était du genre à préférer qu'on lui dise ce qu'elle devait penser, plutôt que de se prononcer. Malgré tout, ajouta-t-elle, dans un murmure. Mais j'ai entendu Madame Fawcett dire qu'il avait le cœur bleu. Ce n'est sûrement pas comme ça qu'on agit quand on n'a que le cœur en poche. Bavardage. Madame Price a rejeté l'idée, même si son expression trahissait qu'elle trouvait la chose intéressante. Au presbytère, Amelia Fawcett se ressaisit avec une tasse de thé fort, tout en tordant son tablier entre ses mains et en répétant à qui voulait l'entendre qu'elle était allée à l'église uniquement pour chercher les recueils de cantiques pour l'office du lendemain. Et il était là, le pauvre, affalé comme s'il s'était endormi. Mais je l'ai su tout de suite. Les yeux. C'est toujours les yeux. Le révérend Biddle, bienveillant mais désespérément perturbé dans les moments de crise, ne put que lui tapoter l'épaule et murmurer que l'inspecteur veillerait à tout. En réalité, il était davantage préoccupé par les conséquences de ce terrible incident pour la dignité de sa fête et par le fait que l'évêque pourrait le prendre à contre-cœur. L'inspecteur Crail, quant à lui, n'avait pas perdu de temps pour s'affirmer. Homme large d'esprit, sourcils froncés et voix autoritaire, il avait posté un agent à la porte de l'église et interdit l'entrée à quiconque. Sa conclusion était sans appel. Un accident, très probablement. L'homme était âgé, et ses vieilles horloges sont lourdes. S'il avait bien essayé de la soulever, ce serait une simple affaire. Une chute tragique et c'en était fini. Ses paroles avaient un ton définitif, mais déjà des villageois murmuraient dans les coins que la chose n'était pas aussi bien posée. Miss Marple, rentrée chez elle avec un calme délibéré, tricotait devant sa fenêtre à la tombée de la nuit, le cliquetis de ses aiguilles rythmant les murmures lointains dans la ruelle. Elle avait entendu la prononciation de l'inspecteur Crail et les théories de Madame Price et des autres. Pourtant, son esprit ne s'attardait pas sur l'évidence, mais oubliait le fait curieux que les aiguilles de l'horloge en laiton marquaient 3h30, alors que le corps avait été découvert à 4h. Elle se demanda, en ramassant une maille perdue, si un tel détail était dû au hasard. Ce soir-là, à la poste, Monsieur et Madame Bellamy fermèrent la porte une demi-heure plus tard que d'habitude, leur boutique étant prise d'assaut par des clients avides de nouvelles. Monsieur Bellamy, un homme maigre à la bouche amère, déclara haut et fort que Denham avait des ennemis, et plus d'un. Il était notaire, n'est-ce pas? Toujours à fouiner dans les testaments et les hypothèques des autres. Croyez-moi, certains seront ravis de le voir partir. Sa femme le fit taire d'un coup d'œil aux quelques retardataires qui traînaient encore, mais il était trop tard. De tels commentaires ont tendance à s'ancrer dans l'esprit des gens. En effet, la liste des rancunes envers M. Denham s'allongeait d'heure en heure. Veuf depuis 10 ans, il vivait seul dans sa maison en pierre au bout d'Alder Lane. Bien que prospère, il n'était pas aimé. Nombreux étaient ceux qui se souvenaient de la dureté avec laquelle il avait parlé au jeune William Carter au sujet d'une haie litigieuse ou de sa brusquerie avec Madame Graves lorsqu'elle tardait à payer son loyer. Poli en apparence peut-être, mais sous-jacent, il y avait une froideur, une supériorité que les villageois ne pardonnaient ni n'oubliaient. À la tombée de la nuit, chaque salon brillait de lumière et de spéculation. La famille Carter ne parlait que de pain et de fromage. Madame Graves, venue rendre visite à sa sœur, se tordait les mains,
et s'exclamait qu'elle savait que quelque chose de terrible arriverait tôt ou tard à M. Denham. Même le docteur Sanditon, appelé sur les lieux cet après-midi là pour constater l'extinction de la vie, avoua à table que les marques autour du cou étaient particulières, et je ne serais pas étonné que l'inspecteur revienne sur son opinion avant longtemps. C'est dans le confort douillet du Hare and Hound, l'auberge du village, que se déroulèrent les discussions les plus animées. Les fermiers du coin sirotent leur pinte, tout en échangeant des théories plus élaborées les unes que les autres. Certains jurent avoir aperçu un étranger rôdant près du cimetière plus tôt dans la journée, grand et voûté, chapeau enfoncé. D'autres faisaient allusion à de vieux scandales, selon lesquels M. Denham aurait été impliqué dans une affaire étouffée par la gentry, un litige d'héritage. L'aubergiste, M. Tapper, laissait courir les rumeurs sans contrôle, était un bon commerçant. Pendant tout ce temps, Miss Marple reste silencieuse. Elle avait rendu sa visite habituelle du soir à Madame Banbury pour vérifier ses rhumatismes et se préparait à aller se coucher. Apparemment, elle était insensible au drame qui s'emparait de Highbroom. Pourtant, tandis qu'elle remontait son horloge pour la nuit, une délicate petite pendule de carrosse, ayant appartenu à sa mère, ses pensées s'attardèrent sur l'horloge en laiton brisé de l'église. « Chose curieuse, » se murmura-t-elle, « car le temps est rarement brisé sans raison. » Le dimanche se leva dans un climat d'inquiétude. Les villageois se rassemblèrent à Saint-Luc, non pas pour la fête, mais pour l'office du matin, beaucoup espérant des nouvelles. Le banc où M. Denham avait été retrouvé était discrètement délimité par une corde, mais les regards se portèrent néanmoins sur lui, comme s'il s'attendait à ce que le mort soit encore là. Le sermon du révérend Biddle sur la brièveté de la vie résonna plus fort que d'habitude. Des murmures s'élevèrent derrière les recueils de cantiques. Madame Price murmura à Madame Larche qu'elle avait remarqué le jeune William Carter, pâle et fuyant, tandis que Madame Bellamy ne cessait de jeter des coups d'œil au banc de Denham, comme si elle attendait un fantôme. Après la cérémonie, l'inspecteur Cray le fait son annonce. En attendant un examen plus approfondi, nous ne pouvons exclure un acte criminel. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence, et soudain, toutes les théories et tous les murmures prirent un ton de possibilité. L'inspecteur promit une enquête approfondie et ajouta, jetant un coup d'œil aux villageois rassemblés dehors, « Je parlerai à plusieurs d'entre vous dans les jours à venir. » Aussitôt les gens se souvinrent d'avoir fait des courses ailleurs, et la foule se dispersa avec une hâte suspecte. Miss Marple s'attarda, ajustant ses gants, l'air doux. Elle écouta Amelia Fawcett décrire pour la 3e fois comment elle avait découvert le corps, son récit devenant plus dramatique à chaque fois. Elle entendit M. Bellamy rappeler à l'inspecteur qu'il avait fermé sa boutique à 3h30 précises et qu'il pouvait se porter garant de sa présence. Elle remarqua l'agitation de Madame Graves, le tremblement de sa main alors qu'elle serrait son livre de prière. Lorsqu'elle retourna lentement à son cottage, Miss Marple avait déjà classé ces détails aussi soigneusement que des écheveaux de laine dans un panier. Pour d'autres, ce n'étaient que ragots et hasards. Pour elle, c'étaient les prémices d'une tapisserie de folie et de peur humaine qui, une fois pleinement dévoilée, révélerait la vérité. Pour l'instant, cependant, elle s'autorisa le réconfort d'un thé, et le village de Highbroom poursuit son agitation incessante, inconscient de l'ampleur des ondulations d'une simple horloge cassée. L'inspecteur Crail n'était pas homme à perdre son temps, et il ne croyait pas non plus à une consultation trop large une fois sa décision prise. Pourtant, malgré ses assurances initiales que la mort de M. Denham était accidentelle, la contusion à la gorge et le témoignage gênant du docteur Sanditon l'avaient forcé à agir. Le lundi matin, il circulait d'un pas rapide dans Highbroom, convoquant les villageois un par un à la sacristie pour les interroger. L'inspecteur était brusque, ses questions étaient pointues, mais son oreille était moins fine qu'elle aurait pu l'être. Miss Marple, bien sûr, n'était pas officiellement invitée à ces festivités. Elle avait cependant l'habitude de se tenir en marge, tricotant discrètement dans le cimetière, tandis que les villageois allaient et venaient, ou s'arrêtant pour échanger quelques politesses avec ceux qui sortaient de la sacristie, le visage rouge de nervosité.
De cette façon, elle recueillait bien plus d'informations que l'inspecteur lors de ses interrogatoires officiels. Madame Price fut parmi les premières à être interrogée. En ressortant, elle annonça à qui voulait l'entendre qu'elle avait tout dit à l'inspecteur, et avec la plus grande fermeté, concernant William Carter, rôdant près du porche de l'église peu après 15 heures. Cela me parut suspect sur le moment, et je l'ai dit, proclama-t-elle, bien que personne ne se souvienne qu'elle l'ait dit auparavant. Miss Marple, écoutant en silence, remarqua l'enthousiasme et la vivacité dans le regard de Madame Price. Dans le regard de celle-ci, c'était celui d'une femme qui savourait davantage l'attention du village que la crainte d'un meurtrier parmi eux. La famille Carter, elle, était moins confiante. Le jeune William, pâle et les lèvres pincées, s'agitait mal à l'aise sous le regard inquiet de sa mère. Pressé par l'inspecteur Crail, il admit être allé chercher son vélo dans le hangar derrière l'église, mais n'y a y avoir jamais mis les pieds. « J'ai entendu l'horloge sonner 3h30, c'est tout, » marmonna-t-il. Crail grogna peu convaincu, tandis que Miss Marple remarquait les yeux baissés du garçon et la courbure défensive de ses épaules. Signe, peut-être, de culpabilité, mais pas nécessairement de meurtre. Pendant ce temps, Madame Graves avait sa propre histoire à raconter. Veuve depuis quelques années, elle vivait dans une petite maison appartenant à M. Denham, et il avait été question qu'il augmente son loyer. Elle entra dans la sacristie en se tordant les mains, son livre de prière serré contre elle, et lorsqu'elle en ressortit, le visage baigné de larmes. « Il pose toutes sortes de questions, » murmura-t-elle à sa sœur, « mais à quoi bon? J'ai passé tout l'après-midi dans ma cuisine, je vous le jure. » Miss Marple, debout non loin de là, murmura quelque chose d'amusant, mais son esprit était occupé à noter comment la peur faisait souvent passer l'innocent pour coupable. Les Bellamy eurent aussi leur tour. M. Bellamy était bruyant et sur la défensive, insistant sur le fait qu'il était resté dans sa boutique jusqu'à 16 heures précises, avec 3 clients qui pouvaient se porter garant de lui. Sa femme, en revanche, semblait mal à l'aise, le regard fuyant comme si elle craignait de trop parler. Miss Marple trouva intéressant que, malgré leur alibi le plus solide, les Bellamy semblaient être les moins à l'aise. C'est dans ces subtils contrastes, ces infimes écarts de comportement, que Miss Marple a trouvé ces indices. L'inspecteur Crail, déterminé à monter un dossier contre le jeune William Carter, n'y prêtait guère attention. Pour lui, la proximité du garçon avec l'église et ses manières évasives étaient des preuves suffisantes de suspicion. Pourtant, Miss Marple, en pliant son tricot et en rentrant chez elle, pensait différemment. La culpabilité est rarement aussi simple, songea-t-elle, et le jeune William, s'il est coupable, semble plus effrayé d'être jugé coupable que de ce qu'il a pu faire. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple fait sa promenade habituelle dans les ruelles du village. S'arrêtant devant le portail de Madame Larche pour admirer ses roses tardives, la conversation s'orienta inévitablement vers le meurtre, et Madame Larche, après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle, pour s'assurer que personne ne l'entendait, confia avoir vu M. Denham a eu une conversation animée avec quelqu'un 2 jours avant sa mort. Je ne saurais dire qui c'était. Ma vue étant ce qu'elle est, admit-elle, mais à la façon dont il agitait les bras, cela ressemblait à une dispute. Miss Marple écouta avec une attention polie, même si intérieurement elle se demandait lequel des villageois avait pu avoir une telle raison de se disputer. Ce soir-là, qu'au Herrenhound, on parla à nouveau de la mort de Denham. Cette fois, cependant, le ton avait changé. Alors qu'auparavant, la plupart supposaient un accident, le consensus penchait désormais vers un meurtre. Monsieur Tapper, polissant un verre, déclara qu'il devait s'agir d'un inconnu, car personne à Highbroom ne pouvait commettre un tel acte. Plusieurs acquiescèrent, tandis que d'autres murmurèrent que Denham s'était fait suffisamment d'ennemis parmi ses voisins pour justifier l'incident sans faire appel à des étrangers. Miss Marple sirotait son modeste chéri et parlait peu. Elle remarqua la rapidité avec laquelle la suspicion s'emparait de l'inconnu, comme si le village ne supportait pas l'idée qu'une telle cruauté puisse naître de son propre terroir. Mais elle, qui avait observé tant de petites cruautés au fil des ans, savait qu'il n'en était rien,
Mardi matin, le village était en effervescence. Le docteur Sanditon, de retour d'une visite chez un patient, laissa échapper que l'heure du décès était probablement plus proche de 3h30 que de 4h, ce qui rendait l'horloge en laiton brisé plus significative que jamais. « Ce n'est peut-être qu'une coïncidence », dit-il avec un haussement d'épaule, « mais j'ose croire que l'inspecteur voudra enquêter. » Ces paroles se répercutèrent de porte en porte, jusqu'à ce que même les enfants les répètent dans la ruelle. Pendant ce temps, Miss Marple retournait l'horloge dans sa tête. Une horloge, les aiguilles arrêtées à 3h30, se trouvait à côté du défunt, décédé à peu près à la même heure, une image trop nette pour être le fruit du hasard. Quelqu'un, soupçonnait-elle, l'avait placée là délibérément, soit pour indiquer l'heure du décès, soit pour la confondre. Et pourtant, songea-t-elle, de tels gestes sont rarement à l'avantage de la police, mais plutôt pour la satisfaction du coupable lui-même. Le mercredi, l'inspecteur Crail se rend au cottage de Miss Marple, soi-disant pour la rassurer sur le fait que les dames de la paroisse n'avaient rien à craindre. Son véritable but, cependant, était de recueillir des bribes de ragots, car il avait fini par reconnaître que Miss Marple avait l'oreille plus fine que la plupart. Il partit peu satisfait, car elle ne lui répondit que par des observations douces et des platitudes. Mais après son départ, Miss Marple resta assise un long moment sur sa chaise, son tricot oublié sur ses genoux. Elle pensa à Madame Fawcett découvrant le corps. Elle pensa à William Carter, mal à l'aise, sous les soupçons. Elle pensa au bel ami, inquiet malgré leur alibi, et à Madame Graves, dont la peur pouvait masquer bien plus que la pauvreté. Elle pensa à M. Denham lui-même, un homme qui avait trafiqué secrets et contrats et qui avait sûrement laissé derrière lui autant de ressentiments que de testaments. Elle pensait surtout à l'horloge brisée, dont le cadran fissuré indiquait obstinément 3h30. Une horloge est censée dire la vérité, murmura-t-elle doucement, mais parfois elle est forcée de mentir. À la fin de la semaine, le village avait pris un rythme nerveux. Les ménagères frottaient encore leurs pas, les enfants jouaient encore dans les ruelles, mais partout les regards se posaient et des murmures s'élevaient à la vue d'un voisin. Et au cœur de tout cela, Miss Marple était assise, sereine et modeste, observant, écoutant et tissant patiemment les fils de la folie humaine que d'autres qualifieraient de ragots. Le motif n'était pas encore clair, mais elle savait qu'il le serait. Car les gens, comme les points de suture, se révèlent avec le temps si l'on a la patience d'observer attentivement. Jeudi matin, l'atmosphère à Highbroom avait basculé du malaise à une quasi-hystérie. L'inspecteur Crail, ayant rassemblé ce qu'il croyait être des preuves suffisantes, était désormais fermement convaincu que le jeune William Carter était responsable de la mort d'Horace Denham. Son raisonnement était simple. Le garçon avait été aperçu près de l'église au moment critique. Ses déclarations étaient hésitantes et contradictoires, et il n'avait aucune explication précise de ce qu'il faisait lorsque l'horloge s'était immobilisée à 3h30. Aux yeux de Crail, cela suffisait. « Écoutez-moi bien, dit-il au docteur Sanditon alors qu'il se tenait dans le cimetière. C'est le garçon. Un accès de colère, une dispute peut-être, une bousculade ou une rixe. Et Denham s'écroule. L'horloge se brisa dans la bagarre, et voilà. » Le docteur Sanditon pinça les lèvres. « Il y a des marques sur le cou, inspecteur. Pas le genre de marques qu'on retrouve dans une bagarre. » Mais Crail balaya cette idée d'un revers de main. Très étranglé dans le feu de l'action, donc. Un acte stupide, non prémédité. C'est souvent comme ça avec les jeunes. La détermination de l'inspecteur se répandit rapidement dans le village, aidée par Madame Price, qui répétait à chaque occasion qu'elle avait toujours dit que William Carter avait l'air louche. À l'heure du thé, la moitié du village était convaincue de sa culpabilité. L'autre moitié murmurait des doutes, mais peu osaient le dire ouvertement. Il était plus facile, après tout, de soupçonner un jeune homme aux revenus modestes que d'envisager la possibilité troublante qu'un villageois respectable puisse être capable de meurtre. Au cottage Carter, la tristesse planait comme un linceul. Madame Carter, une femme lasse, le visage empreint d'inquiétude, gardait une main tremblante sur l'épaule de son fils, tandis que William lui-même était assis,
le dos voûté, les yeux rivés au sol. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-il pour la 100e fois. « Je suis juste allé chercher mon vélo. » Sa sœur cadette le regarda avec de grands yeux, comme partagés entre la peur et la foi. Mais tout le monde dit qu'elle commença, mais fut réduite au silence par le regard perçant de sa mère. Les mots pouvaient être dangereux face à la détermination de l'inspectrice. Miss Marple, venue apporter un panier de scones à Madame Carter, l'écouta avec une douce sympathie. Elle ne posa aucune question, se contentant de tapoter la main de Madame Carter et de parler gentiment aux enfants. Mais lorsqu'elle partit, son esprit était en effervescence. Elle avait remarqué les ongles rongés du garçon, le tapotement incessant de ses pieds, signe d'un garçon sous tension. Pourtant, elle avait aussi perçu la loyauté inébranlable dans le regard de sa sœur et l'espoir désespéré dans celui de sa mère. Miss Marple savait que de telles choses n'étaient pas faciles à feindre. Pendant ce temps, chez les Bellamy, au-dessus du bureau de poste, la situation était loin d'être calme. Monsieur Bellamy déclarait d'un air suffisant que justice était enfin faite, tandis que sa femme, assise dans un silence tendu, gardait un silence pesant. Pressée par un voisin, elle admet avoir été perturbée toute la semaine. Horace Denham n'était pas un homme facile à contrarier, dit-elle doucement, et il en contrariait beaucoup. Ses propos passèrent largement inaperçus dans le tourbillon des spéculations, mais Miss Marple, les ayant appris plus tard, les rangea soigneusement. L'inspecteur Crail, désireux de prouver sa compétence, commença à agir comme si la culpabilité de William était un fait établi. Il parle d'accusations, de magistrats, de procès à venir. Mais au Hare and Hound, des voix commençaient à s'interroger. Le vieux monsieur Tappé, qui avait connu la vie de village pendant de nombreuses saisons, s'appuya sur son comptoir et dit doucement « C'est trop bien rangé, ça. Un garçon sans cause, sans profit. Denham avait des ennemis à foison. Ne restez pas assis à côté de moi. » Ses clients marmonnèrent leur assentiment, mais aucun ne parla assez fort pour être entendu par l'agent de Crail. C'est un vendredi après-midi que Miss Marple fait une brève observation, mais révélatrice. Passant devant la maison de Denham, au bout d'Alder Lane, elle remarqua les rideaux tirés dans l'une des pièces de devant, alors que les autres étaient ouverts. Un détail sans importance, peut-être. Mais lorsque Madame Graves passa par là et mentionna que M. Denham gardait les rideaux de son bureau toujours ouverts pour surveiller la ruelle, Miss Marple ressentit une lueur d'intérêt. Elle ne posa plus de questions et poursuivit sa promenade, réfléchissant attentivement. Un rideau tiré, une horloge cassée. Tous deux suggèrent une dissimulation, du temps ou de la vue. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, elle croisa le docteur Sanditon qui revenait du cottage Carter, où il avait été appelé pour soigner les nerfs de Madame Carter. Il secoua gravement la tête. « C'est cruel, Miss Marple. Le garçon est peut-être coupable. Mais je ne peux pas concilier ces bleus avec un simple accident ou un tempérament fougueux de jeunesse. Quiconque a fait cela a fait usage de la force délibérément. » Miss Marple hocha la tête, le regard pensif. « Oui, docteur. Délibéré, en effet. Et la réflexion est rarement le propre de la jeunesse. » Le médecin la regarda avec curiosité, comme s'il percevait une profondeur derrière ses paroles douces. Mais elle se contenta de sourire, ajusta son châle et poursuivit son chemin. Le samedi matin, les rumeurs du village atteignirent leur paroxysme. Certains prétendirent que William Carter avait déjà avoué. D'autres affirmèrent qu'une corde avait été retrouvée. Rien de tout cela n'était vrai. Mais la vérité importait peu dans de telles circonstances. La peur et la suspicion s'épanouissent dans l'incertitude. Miss Marple, cependant, voyait les choses autrement. Elle remarqua l'empressement avec lequel les soupçons s'étaient portés sur le garçon. Le soulagement avec lequel les villageois acceptèrent une explication qui leur évitait de regarder de trop près leurs voisins. Elle vit la détermination de l'inspecteur à conclure rapidement l'affaire, et la bonne volonté des villageois à le laisser faire. Et elle remarqua surtout les failles que la querelle inexpliquée de Madame Larche avait entrevues, le malaise de Madame Bellamy, le tremblement de Madame Graves. Les fils du modèle n'étaient pas encore tissés, mais ils étaient là, attendant. Et tandis que Miss Marple, assise tranquillement à son tricot dimanche matin,
observait le tintement des cloches de l'église et les villageois défilaient avec méfiance. Elle se murmura: ce n'est jamais la réponse évidente, ni la plus commode. On vous dira qui on est, si seulement vous savez écouter. L'inspecteur, malgré ses fanfaronnades, écoutait les mauvaises choses. Miss Marple, sereine et discrète, écoutait les bonnes choses. Les cloches de Saint-Luc sonnèrent dimanche soir, leur son résonnant dans les prés, tandis que les villageois rentraient chez eux après l'office. Bien que les prières aient été récitées avec zèle, peu de cœurs avaient été soulagés. La suspicion pesait plus lourd que les Écritures. L'inspecteur Creel avait de nouveau évoqué les progrès réalisés dans l'affaire, ses paroles visant davantage à renforcer la confiance qu'à révéler la vérité. Son regard s'était attardé avec force sur William Carter, assis au fond avec sa famille, et cette accusation silencieuse persista longtemps après la dispersion de l'Assemblée. Miss Marple, rentrant chez elle de son pas habituel et sans hâte, songea à la curieuse façon dont les gens se convainquent de certitudes qui n'en sont pas. C'était, pensa-t-elle, un peu comme tricoter sans vérifier son patron. On peut obtenir un morceau de tissu, mais avec des mailles si mal faites que le vêtement en devient inutile. Elle était convaincue que le dossier de l'inspecteur était fait de mailles perdues à profusion. Le lendemain matin, Miss Marple reçoit la visite d'Amelia Fawcett. La gouvernante était rouge d'importance, son tablier flottant comme si elle était arrivée précipitamment. « Je me suis dit que vous devriez savoir, Miss Marple, » commença-elle d'un ton essoufflé. « Je me suis souvenu de quelque chose de nouveau de cette terrible journée. » Elle marque une pause, savourant son rôle de porteuse d'informations vitales. C'était l'odeur. Une odeur curieuse, âcre dans l'église quand j'y suis entré. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, avec tout le cirage que j'avais utilisé plus tôt. Mais maintenant, je me pose la question. Miss Marple écouta gentiment, offrant une chaise et une tasse de thé. Elle incita Amelia gentiment, lui demandant de quel cirage il s'agissait. « La cire d'abeilles habituelle, bien sûr », répondit Amelia avec une pointe d'indignation. Mais là, c'était plus tranchant. Pas du tout pareil. J'aime presque chanter. La gouvernante secoua la tête. L'inspecteur ne trouvait pas cela important, mais je suis sûr que ça devait signifier quelque chose. Miss Marple murmura des remerciements et laissa Amelia partir. Restée seule, elle resta assise un long moment repensant aux détails. Une odeur étrange dans l'église était négligée, ignorée. Pourtant, pour Miss Marple, ces détails étaient souvent la clé. Elle pensa à sa voisine de St. Mary Mead qui avait un jour accusé sa femme de chambre d'avoir brûlé des toasts, alors qu'en réalité, la jeune fille avait utilisé une bougie pour sceller une lettre d'amour. Une simple signature avait provoqué un véritable scandale. « Oui, » se murmura Miss Marple, « les odeurs peuvent en dire long. » Plus tard dans la journée, Miss Marple descendit Alder Lane sous prétexte de rendre visite à Madame Graves. La veuve l'accueillit nerveusement, s'occupant de son invité, ses tasses de thé s'entrechoquent dans ses mains. La conversation tourne inévitablement autour de M. Denham. Il insistait pour le loyer, admet Madame Graves à voix basse, mais je jure que je ne voulais pas faire de mal. Il disait que si je n'y arrivais pas, il trouverait un autre locataire. Que dois-je faire? Ses yeux se remplissaient de larmes. Vous ne pensez tout de même pas qu'ils ne peuvent pas penser que c'est moi. Miss Marple lui tapota la main en murmurant sa sympathie, mais son regard, perçant malgré sa douceur, remarqua quelque chose au bord de la cheminée, une petite clé en laiton, cachée derrière une bergère en porcelaine. C'était un endroit étrange pour un tel objet, et Madame Graves, suivant son regard, déplaça rapidement l'ornement pour le dissimuler davantage. Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais le détail s'imprégna profondément dans sa mémoire. Sur le chemin du retour, elle passe devant l'église. L'agent de service lui adressa un signe de tête respectueux, mais ne l'empêcha pas de s'attarder sur le porche. La lumière du soleil éclairait les dalles, soulignant la silhouette floue de l'horloge brisée. Miss Marple se pencha, comme pour lasser ses chaussures, et son regard aperçut quelque chose de minuscule qui brillait dans l'interstice entre les pierres. D'un mouvement discret, elle récupéra un éclat de verre bombé et légèrement teinté. Elle le glissa dans son gant et se redressa, l'air serein, poursuivant sa marche comme si de rien n'était. Ce soir-là,
Tandis que les lampes s'allument dans les chaumières du village, Miss Marple examina sa trouvaille à la lueur de son propre feu. Le verre ne provenait pas de l'horloge en laiton, dont le cadran était uni et incolore. Non, ce fragment appartenait à un tout autre objet. Un verre de lunettes, peut-être. Elle se souvint de l'habitude de M. Denham de porter des lunettes sans monture perchées sur son nez. Le fragment pouvait-il être le sien ou celui de quelqu'un d'autre? Elle le glissa soigneusement dans son panier à ouvrage, là où personne ne penserait à regarder. Le lendemain, les ragots revinrent. Madame Price déclara que Amelia Fawcett devait se tromper, car elle n'avait rien senti d'inhabituel à la fête. Monsieur Bellamy affirme que des étrangers avaient été aperçus rôdant près du carrefour cette même semaine, et Madame Larche chuchota à sa cousine qu'elle avait remarqué une silhouette se mouvoir derrière le rideau de l'église pendant le chant des cantiques, le matin de la fête. Chaque histoire était brodée, racontée, contredite. Pourtant, Miss Marple, écoutant avec patience, fouillait dans la broderie jusqu'aux fils cachés. Mardi après-midi, Miss Marple réussit à rencontrer le docteur Sanditon près du cimetière. Elle lui demanda de sa voix douce et sinueuse si M. Denham portait bien ses lunettes lorsqu'il les avait trouvées. « Curieusement, non », répondit le médecin en fronçant les sourcils. « Je l'avais moi-même remarqué, car il ne sortait jamais sans elles. Il ne les avait pas sur lui, ni trouvées à proximité. Je supposais qu'elles avaient été cassées lors de la chute, mais maintenant que j'y pense, l'inspecteur n'en dit rien. » Miss Marple hocha légèrement la tête, son visage ne trahissant rien. « C'est étrange, dit-elle doucement. On aurait pu croire qu'un gentleman si exigeant ne les égare pas. » Elle remercia le médecin et poursuivit son chemin, l'esprit tranquillement occupé. Mercredi, l'inspecteur Crail se vantait que son enquête contre William Carter était presque terminée, qu'il avait recueilli les témoignages de ceux qui avaient vu le garçon près de l'église, et il ne s'intéressait guère à ce qu'il appelait des distractions futiles. L'horloge cassée, les lunettes manquantes, l'odeur étrange étaient pour lui des détails sans importance. « Vous verrez, » dit-il au révérend Biddle en buvant une pinte. « Je réglerai cette affaire avant la fin de la semaine. » Miss Marple, assise au coin du feu avec son tricot, pensait autrement. Le filet de l'inspectrice était peut-être large, mais il était grossier. Le sien, bien que plus fin, s'accrochait à des fils qu'il ne pouvait voir. L'odeur dans l'église, les lunettes manquantes, le curieux rideau tiré chez Denham, la clé cachée sur la cheminée de Madame Graves, tous ces détails, apparemment insignifiants, laissaient entrevoir des secrets encore à révéler. Tandis qu'elle posait son tricot et prenait sa tasse de thé, les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Ce sont toujours les petits détails qui comptent, » murmura-t-elle. « On peut s'ingénier à cacher ses méfaits, mais le moindre indice laissé négligemment, jugé trop insignifiant, peut les trahir. » Elle sirota son thé, sereine comme toujours, tandis que dehors le vent agitait les ifs du cimetière, murmurant des secrets encore enfouis à haut balai. Le jeudi, l'atmosphère à Highbroom semblait plus pesante, comme si le village lui-même pesait sur lui, sous le poids de trop de soupçons chuchotés. L'affaire contre William Carter n'avait pas encore abouti à une inculpation formelle, mais l'inspecteur Crail arpentait la pièce d'un pas presque triomphant, parlant déjà comme si l'affaire était réglée. Cela, cependant, ne fit qu'accroître le malaise des villageois, car plus l'inspecteur proclamait haut et fort sa certitude, plus chaque foyer se repliait sur lui-même, se demandant quelle vérité pourrait encore éclater. Tout commença avec Madame Graves. La veuve, peu encline à l'attention, se retrouva coincée au bureau de poste par Madame Price et Madame Larche, qui la pressèrent de questions au sujet de son litige de loyer avec M. Denham. « Vous deviez être désespéré, » dit Madame Price sans détour, « et le désespoir fait faire des choses étranges. » Madame Graves, pâle et tremblante, rétorqua avec une fougue inattendue. « Si vous pensez que je tuerai un homme pour quelques shillings de loyer, vous êtes folle. Vous n'avez aucune idée de ce que cet homme avait sur moi. » Absolument aucune idée. Comprenant qu'elle en avait trop dit, elle serra ses paquets et s'éloigna précipitamment, laissant ses accusateurs bourdonnant de curiosité. La remarque n'échappa pas à Miss Marple, qui était occupée à choisir sa bobine habituelle de fil gris pâle au comptoir.
Elle remarqua la véhémence dans la voix de Madame Graves, ce mélange de peur et de colère, et la phrase étrange que cet homme me lançait. Il ne s'agissait donc pas seulement d'argent, mais de quelque chose de plus personnel. Cet après-midi-là, Miss Marple rend une visite polie à Madame Graves, sous prétexte de lui apporter un pot de confiture de Ketch. Elle trouva la veuve anxieuse, les doigts crispés dans son tablier. Au cours du thé, la vérité lui échappe par bribes hésitantes. Des années auparavant, le défunt mari de Madame Graves avait emprunté de l'argent auprès du cabinet de M. Denham, laissant des traces ambiguës. Denham avait menacé de révéler des irrégularités si la veuve ne payait pas ses arriérés. « Cela aurait ruiné la position de mon fils en ville, » murmura-t-elle. J'étais terrifié. Miss Marple écouta en silence, l'air bienveillant mais indéchiffrable. Elle ne posa aucune question directe, se contenta de tapoter la main de Madame Graves, la laissant étrangement réconfortée, même si sa confession pesait lourdement sur l'air du village. Pendant ce temps, la maison des Bellamy était plongée dans une autre tourmente. Les déclarations véhémentes de M. Bellamy avaient fini par provoquer une riposte cinglante de sa femme devant les clients. Lorsqu'il affirme que Denham l'avait bien cherché, se faisant des ennemis à tout va, les joues de Madame Bellamy s'empourprèrent. « Vous devriez le savoir mieux que quiconque !» s'exclama-t-elle, avant de pouvoir se retenir. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. M. Bellamy fanfaronna, feignant de ne rien vouloir dire, mais le mal était fait. Ceux qui entendirent la conversation se répandirent rapidement à Highbroom, et les spéculations se multiplièrent, comme des mauvaises herbes après la pluie. Quelle griffe M. Bellamy avait-il donc envers Denham? Nul ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais le murmure suffisait à entacher ces dénégations assurées. Au Hare and Hound, les hommes marmonnent entre eux que M. Bellamy avait autrefois confié des affaires juridiques à Denham et perdu de l'argent au passage. Bien qu'il ait nié, insistant sur le fait qu'il n'avait vendu qu'une parcelle de terrain, le soupçon subsistait. Miss Marple, discrètement assise près de l'âtre avec son tricot, perçut le léger tremblement des mains de Madame Bellamy, tandis qu'elle tendait sa bière à son mari. Une mauvaise conscience? Ou simplement la nervosité d'une femme qui en savait plus qu'elle n'osait en dire? Ce ne fut pas la seule querelle à refaire surface. Amelia Fawcett, encouragée par son rôle de découvreuse du corps, s'était enhardie à raconter des anecdotes villageoises. L'une d'elles, racontée à tue-tête chez le marchand de légumes, concernait un échange houleux entre Denham et le révérend Biddle, la semaine précédant la fête. « Il s'agissait de fonds de l'église », déclara-t-elle. « Je l'ai entendu comme des roulettes. Monsieur Denham dit au vicaire qu'il veillerait à l'ordre des comptes, sinon il y aurait des problèmes. » Le révérend Biddle, qui entendit la conversation, rougit et marmonna sur l'inconvenance des ragots, mais la graine était plantée. Bientôt, la dignité du vicaire fut ouvertement remise en question, ses sermons scrutés d'un œil neuf. Le vendredi, Highbroom était en proie à la suspicion, chaque foyer jetant un regard circonspect à l'autre. La prétendue culpabilité de William Carter ne semblait plus aussi certaine. Trop d'autres avaient des raisons de le croire. Madame Graves et ses secrets, Monsieur Bellamy et ses pertes, le révérend Biddle et ses comptes, Amelia Fawcett et son discours théâtral et insistant semblèrent détenir un mobile, bien qu'aucun ne s'inscrivait clairement dans le filet bien ficelé de l'inspecteur Crail. Miss Marple, traversant sereinement le village avec son panier à provisions, vit la toile se resserrer. Elle remarqua la façon dont Madame Graves évitait les Bellamy dans la ruelle. La voix de M. Bellamy devenait plus forte à chaque apparition du vicaire. La façon dont Amelia Fawcett répétait son histoire avec toujours plus d'embellissement. Les êtres humains, elle le savait, se trahissent davantage par ce qu'ils tentent de dissimuler que par ce qu'ils admettent. Et elle en avait vu assez pour pressentir que derrière les querelles publiques se cachaient des sentiments plus profonds, longtemps enfouis, et maintenant ravivés par la mort de Denham. Le samedi soir, Miss Marple invita le docteur Sanditon à prendre le thé, prétextant qu'elle souhaitait discuter de remèdes pour ses roses. Entre deux gorgées de Darjeeling et une conversation polie, elle lui soutint un détail. Certes mineur mais significatif, les lunettes de M. Denham n'avaient toujours pas été retrouvées. « Cela me trouble », admit le médecin.
il ne les quittait jamais. Pour qu'elles disparaissent complètement, cela suggère que quelqu'un les a délibérément retirées. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Oui, docteur, dit-elle doucement. Parfois c'est le plus petit objet, absent ou présent, qui parle le plus fort. » Elle pensa au fragment de verre dans son panier à ouvrage, caché par Miss Allen. Elle pensa à l'odeur âcre qu'Amélie Fawcett avait décrite. Elle pensa à la voix tremblante de Madame Graves et à l'explosion soudaine de Madame Bellamy. Le schéma se précisait, bien que pas encore clair. Alors que la semaine touchait à sa fin, le village de Highbroom était transformé. Les voisins traversèrent la rue pour s'éviter. Les rideaux tremblaient à chaque passant. Les conversations s'interrompent brusquement à l'approche de pas. Et au milieu de ce filet de suspicion qui se resserrait, Miss Marple était assise tranquillement à sa fenêtre, tricotant comme si rien ne la troublait. Pourtant, ses yeux brillaient d'une compréhension sereine. La vérité, elle se rapprochait, révélée par les confrontations et les secrets qui éclataient au grand jour. Les villageois ne la voyaient peut-être pas encore, mais Miss Marple savait que le temps pressait pour la révélation, et chaque secret rapprochait le carillon. Le dimanche se leva frais et lumineux, le genre de journée qui aurait dû redonner de la gaieté à Highbroom. Pourtant, le village semblait enveloppé d'un épais brouillard de novembre. Les violentes querelles de la semaine précédente avaient laissé les voisins méfiants, et la suspicion planait comme le glas d'une cloche funèbre. L'inspecteur Crail, toujours persuadé que William Carter était son coupable, s'était emporté. « Ce n'est qu'une question de temps, » déclara-t-il au Hare and Hound. « Nous ferons comparaître le garçon devant le magistrat d'ici la semaine. » Rares étaient ceux qui osèrent le contredire à voix haute, mais beaucoup doutaient en secret. La cérémonie se déroula sans incident, même si le sermon sur l'honnêteté et la confession fit baisser la tête à certains. Plus tard, tandis que les paroissiens se pressaient dans le cimetière, des murmures s'élevèrent à nouveau au sujet de l'affaire Denham. Madame Price insista sur le fait que les propos d'Amélia sur une odeur étrange n'étaient que pure fantaisie, tandis qu'Amélie, indignée, répétait son récit avec des enjolivements croissants. Madame Larche chuchota que Madame Bellamy avait l'air pâle et souffrante, tandis que M. Tapper marmonna que le révérend Biddle semblait à bout de nerfs. Fanhausel Marple écouta sans en avoir l'air, classant chaque remarque. Il était tard dans l'après-midi lorsque le nouveau rebondissement survint soudainement, choquant et impossible à ignorer. Madame Bellamy fut retrouvée dans sa propre cuisine, effondrée près de l'âtre, avec une vilaine contusion à la tempe. Son mari, de retour de la poste, donne l'alerte. « Un accident !» s'écria-t-il. « Elle a dû trébucher et se cogner la tête. » Pourtant, les villageois accourus remarquèrent aussitôt la chair renversée, la tasse de thé brisée, les traces d'une lutte. Et bien que Madame Bellamy reprit bientôt connaissance, grâce aux soins du docteur Sanditon, ses paroles tremblantes placèrent tous ceux qui les entendirent. « Il était là », murmura-t-elle faiblement, « dans la cuisine. Horace Denham. Je l'ai vu très clairement. » Elle s'évanouit, avant qu'on puisse la presser davantage. L'histoire se répandit à la vitesse de l'éclair. Le soir venu, les rumeurs fusèrent dans tous les cottages. Madame Bellamy avait vu le fantôme de Denham. Certains jurent que c'était la preuve que son esprit n'aurait de repos que lorsque son meurtrier serait retrouvé. D'autres attribuent cela à une crise d'hystérie provoquée par le stress. Mais quelques esprits plus perspicaces se demandaient si Madame Bellamy avait vu non pas un fantôme, mais un homme en chair et en os qui ressemblait suffisamment à Denham pour la terrifier. L'inspecteur Crail, convoqué, grogna bruyamment et déclara l'affaire absurde. Des hallucinations, rien de plus, un coup à la tête et une imagination débordante. Pourtant, même lui semblait moins sûr de lui que d'habitude. La chaise renversée et la vaisselle cassée laissaient présager quelque chose de plus qu'un simple évanouissement. Et l'échymose sur la tempe de Madame Bellamy ressemblait étrangement à la marque d'un coup. Miss Marple, qui s'était précipitée avec les autres villageois, resta assise tranquillement au chevet de Madame Bellamy pendant que le docteur Sanditon l'examinait. Elle lissa la courte pointe, murmura des mots apaisants et laissa son regard vagabonder. Sur la petite table près de l'âtre,
Elle remarqua quelque chose d'étrange, un morceau de papier plié, à moitié carbonisé, comme s'il était tombé dans le feu, mais avait été récupéré à la hâte. Comme personne ne regardait, elle le glissa discrètement dans son sac à tricot. Plus tard, à la lumière de la lampe de son salon, elle l'ouvrit pour n'y trouver que quelques mots lisibles, écrits avant dimanche, ou les conséquences. L'écriture était nette, anguleuse, et sans équivoque celle d'Horace Denham. Le fragment renforce les soupçons de Miss Marple. Il semblait évident que Denham avait fait pression sur quelqu'un pour obtenir un paiement ou une exécution, menaçant de conséquences si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Madame Bellamy, peut-être. Ou son mari. La lettre pouvait expliquer sa terreur, en affirmant avoir vu le fantôme de Denham. Car quelle plus grande peur que celle de voir un secret revenir vous hanter de multiples façons. Pendant ce temps, le village se divisait encore davantage. Certains soutenaient que la culpabilité de William Carter était désormais prouvée. Il avait réduit Denham au silence, et cherchait peut-être maintenant à faire taire Madame Bellamy qui en savait trop. D'autres murmuraient que M. Bellamy lui-même avait de bonnes raisons, que l'évanouissement de sa femme n'était qu'un prétexte pour dissimuler des vérités plus profondes, qu'Amelia Fawcett, qui ne laissait jamais passer une occasion, racontait à qui voulait l'entendre que Madame Bellamy entretenait une correspondance secrète avec Denham, et que ces choses-là finissent toujours mal. Miss Marple parlait peu, même si ses yeux pétillaient d'une compréhension silencieuse. Elle savait que l'hystérie pouvait masquer la vérité, tout comme le calme pouvait masquer la culpabilité. Elle pensa aux lunettes manquantes, à l'odeur âcre, à l'horloge cassée, à la clé cachée, et maintenant au morceau de main carbonisé de Denham. Chaque détail était comme une maille de son tricot, minuscule, presque invisible, mais essentiel au motif. Lundi, l'inspecteur Creil convoqua une réunion à la sacristie, déterminé à éradiquer ce qu'il appelait les histoires de fantômes. Il annonça d'un ton sévère que William Carter restait son principal suspect et que l'incident de Madame Bellamy n'était qu'une pure invention. Les villageois écoutèrent, intimidés. Mais leurs murmures après la réunion dévoilaient une autre histoire. Fantôme ou pas, quelqu'un s'était introduit dans la cuisine de Madame Bellamy, et ce n'était pas un hasard si elle était tombée, Miss Marple. Rentrant chez elle sous les ombres qui s'allongeaient, éprouva une certitude silencieuse. L'affaire était loin d'être résolue, mais la voie s'éclairait. L'attentat contre Madame Bellamy, ou était-ce un avertissement destiné à la faire taire, n'était pas un acte aléatoire. Il était inexorablement lié à Horace Denham, à ses menaces, à ses agissements, aux secrets qu'il avait portés comme des armes. Elle s'arrêta près de son portail, écoutant le vent agiter les feuilles des ifs du cimetière. « Les morts ne reviennent pas », murmura-t-elle doucement. « Mais les vivants, portent parfois leur visage. » Sur ce, elle entra dans sa chaumière, alluma sa lampe et se remit à tricoter, son esprit passant au crible les fils emmêlés qui commençaient enfin à se dessiner. Lundi soir, un silence pesant s'installa sur Highbroom. Derrière les rideaux tirés, les lampes brillaient, et les villageois parlaient à voix basse, comme si le son lui-même pouvait transmettre de dangereux secrets. L'incident chez les Bellamy avait bouleversé tout le monde, plus qu'ils ne voulèrent l'admettre. C'était une chose qu'un meurtre soit bien ancré dans le passé, comme une tempête déjà passée. C'en était une autre de sentir que le danger pouvait encore rôder dans les ruelles après la tombée de la nuit. La déclaration de l'inspecteur Creel, selon laquelle William Carter restait son principal suspect, ne contribua guère à apaiser les esprits. L'insistance avec laquelle il s'accrochait à sa théorie ne fit qu'augmenter le doute. Car plus il proclamait haut et fort la culpabilité du garçon, plus les gens se souviennent des disputes de Denham avec d'autres, de la voix rauque de Madame Graves, des déboires financiers de M. Bellamy, de la tension gênante entre Denham et le vicaire. Bref, le village n'était pas convaincu. Miss Marple, de retour de la réunion de la sacristie, ressentit le courant sous-jacent plus vivement que la plupart. Elle s'était arrêtée près du cottage de Madame Graves, où la veuve se tenait à son portail, serrant son châle comme si l'air nocturne allait l'engloutir. « Ce n'est pas sûr »,
murmura Madame Graves. « Si Madame Bellamy a été attaquée dans sa propre cuisine, quel espoir avons-nous, nous autres ?» Miss Marple posa doucement la main sur son bras et dit d'un ton apaisant, « La peur embrume l'esprit, ma chère. Mieux vaut mettre la bouilloire. » Le thé a le don de rétablir les proportions. Pourtant, dans ses pensées, elle admettait que Madame Graves avait des raisons d'être perturbée. Le lendemain matin, Miss Marple part pour sa promenade habituelle, son panier au bras. Elle avait décidé, sans l'annoncer, de revisiter certains coins du village, où l'ombre de cette affaire semblait la plus épaisse. D'abord Alder Lane. La maison en pierre de Denham se tenait silencieuse, les volets à moitié tirés, un air de tristesse s'y accrochant comme du lierre. L'agent de service hocha la tête avec raideur, et Miss Marple, avec son doux sourire, demanda des nouvelles de sa famille dans la paroisse voisine. Tandis qu'il s'échauffait, elle laissa son regard dériver vers l'allée du jardin. Là, dans la bordure où poussaient les rosiers de Denham, elle remarqua la faible trace d'un talon étroit et pointu, tout à fait différent des larges marques des bottes de l'agent. « Une chaussure de dame », murmura-t-elle après avoir marché, et pas non plus la semelle robuste d'Amelia Fawcett. Depuis Alder Lane, elle se dirige nonchalamment vers le bureau de poste. À l'intérieur, Madame Bellamy, pâle et blême, mais d'un air droit, tenait le comptoir, les mains tremblantes. Elle assurait à tous ceux qui la questionnaient qu'elle allait beaucoup mieux, même si son regard trahissait l'épuisement. Lorsque Mademoiselle Marple s'enquit doucement de sa chute, Madame Bellamy se raidit. « J'ai dit à l'inspecteur que c'était un malaise, c'est tout. » Mais Miss Marple remarqua comment ses doigts se crispent sur la caisse et comment son mari, à proximité, évitait son regard. Un silence passa entre eux, aussi sec que le clic du tiroir-caisse. Cet après-midi-là, un nouveau malaise parcourt le village. La rumeur se répandit que le révérend Biddle avait annulé une réunion du comité, prétextant des problèmes de santé. Amelia Fawcett s'empressa de signaler avoir entendu des voix s'élever au presbytère la veille au soir, sans pouvoir préciser qui. Certains prétendaient que le vicaire avait des dettes envers Denham. D'autres murmuraient que Denham avait menacé de révéler des irrégularités dans les comptes de l'Église. En entendant ces récits, Miss Marple ne pense pas aux chiffres des grands livres, mais à l'orgueil humain qui égare si souvent les hommes. Elle se souvint qu'un curé de St. Mary Mead avait un jour modifié les fonds de la chorale pour couvrir ses pertes de jeu, ce qui était une simple erreur de caractère, plutôt qu'un crime, mais n'en était pas moins désastreux. Mercredi, la tension était palpable. La famille Carter était la cible des soupçons, leur chaumière étant évitée par des voisins qui partageaient autrefois le pain et le lait sans hésitation. William lui-même, les yeux cernés. Pourtant, Miss Marple, lorsqu'elle s'arrêta près du portail, ne vit aucune malice dans son attitude, seulement une peur désemparée. Les mains du garçon, agrippées au guidon de sa bicyclette, tremblaient non pas de culpabilité, mais de désespoir. Les innocents, pensa Miss Marple, tremblent souvent plus que les coupables, car ils n'ont pas de bouclier de résolution. Ce soir-là, un autre rebondissement se produisit. Au Hare and Hound, M. Tapper révéla qu'un étranger avait bel et bien été aperçu dans le village la semaine précédant la mort de Denham. Il s'agissait d'un homme logeant à l'auberge, sous le nom de Fowler, qui était parti précipitamment le lendemain de la fête. Certains y virent la preuve qu'un étranger était impliqué, que le village était innocent. D'autres raillèrent, affirmant que Fowler n'était qu'un voyageur de commerce inoffensif. L'inspecteur Cray le balaya l'histoire d'un revers de main, marmonnant que les étrangers détournaient l'attention des preuves évidentes contre le garçon. Mais Mademoiselle Marple ne fut pas si prompte à l'écarter. Elle demanda à M. Tapper à voix basse si l'homme portait des lunettes. L'aubergiste se souvint que oui, se rappelait après une pause. Des lunettes fines et sans monture. Il les portait bas sur le nez. Les yeux de Mademoiselle Marple brillèrent un instant, mais elle se contenta de le remercier et retourna s'asseoir. Plus tard, dans la solitude de sa chaumière, Miss Marple étala son tricot et le peu d'indices cachés qu'elle avait rassemblés, l'éclat de verre teinté, le morceau carbonisé de la main de Denham, l'empreinte d'une chaussure de dame dans l'allée du jardin. Aucun de ces éléments, pris isolément, ne prouvait quoi que ce soit. Pourtant, ensemble,
Il murmurait une histoire plus complexe que ne l'imaginait l'inspecteur Crail. Denham avait menacé plus d'une personne. Ses lunettes avaient disparu. Et pourtant un inconnu portant des lunettes similaires était passé par le village. Une femme avait laissé sa trace chez lui. Et quelqu'un, encore présent à Highbrook, avait tenté de faire taire Madame Bellamy. Le schéma, bien que flou, se dessinait. Et Miss Marple, forte de sa longue expérience de la fragilité humaine, savait que lorsque les gens étaient oppressés par la peur ou la cupidité, leurs actions révélaient bien plus qu'ils ne le pensaient. Jeudi, les rumeurs étaient devenues insupportables. Madame Price prédisait haut et fort que les Carter seraient contraints de quitter le village en disgrâce. Amelia Fawcett affirmait avoir entendu Madame Bellamy prier à voix haute la nuit, implorant son pardon. Madame Larche affirme avoir rêvé de l'horloge de Denham, sonnant sans cesse, et y avoir vu un signe. L'inspecteur, de plus en plus irritable, menaça d'amende quiconque répandait des inepties. Mais les rumeurs persistaient, car c'était le seul moyen pour les villageois d'exprimer leur terreur grandissante. Miss Marple, revenant de ses courses avec son panier d'œufs, entendit 2 ouvriers agricoles discuter près du chemin. « S'il y a un autre mort, marmonna l'un d'eux, ce sera la faute de l'inspecteur pour son inattention. » L'autre le fit taire, mais les mots restèrent en suspens. Il était clair que les villageois ne faisaient plus confiance à l'autorité. Ils ne faisaient confiance qu'aux spéculations, et, bien qu'ils ne s'en soient pas encore rendus compte, à la vieille dame silencieuse, qui semblait tout entendre et tout voir sans presque rien dire. Ce soir-là, tandis que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant tranquillement. Elle songea que l'affaire touchait à son inéluctable dénouement. Des secrets avaient été exhumés, des ressentiments exhumés. La main coupable s'activait à nouveau, imprudente désormais, poussée à réduire au silence ceux qui pourraient la trahir. Oui, pensa-t-elle, les yeux fixés sur le crépuscule qui s'épaississait, l'horloge tourne toujours, et bientôt elle sonnera. Ses aiguilles claquaient doucement dans le crépuscule. Chaque point était régulier, précis et inévitable, à l'image de la vérité elle-même, qui se frayait un chemin vers la révélation, que les villageois le veuillent ou non. Le vendredi se leva, un vent impétueux balayant les champs, apportant avec lui le sentiment que quelque chose de longtemps caché était sur le point de se révéler. À haut balai, les villageois vaquent à leurs occupations, les yeux furtifs et le pas pressé. La rumeur de l'étranger aux lièvres et aux chiens les avait encore plus perturbés, car si un homme extérieur au village était impliqué, le tableau impeccable dressé par l'inspecteur Crail s'effondrait complètement. L'inspecteur lui-même continuait de grommeler sur ses fantaisies les plus folles, mais ses paroles avaient moins de poids qu'auparavant. Le doute s'était insinué dans le cœur de ceux qui avaient autrefois accepté son jugement sans le remettre en question. Miss Marple, quant à elle, avait acquis une certitude tranquille. Les fragments qu'elle avait rassemblés, les lunettes manquantes, l'odeur âcre de l'église, le morceau carbonisé du mot de Denham, l'étroite empreinte de chaussures dans le jardin et surtout le comportement tendu de certains villageois s'étaient ancrés dans son esprit comme les pièces d'un puzzle. Une seule image convenait. Pourtant, elle savait pertinemment que la vérité se révélait mieux non par l'accusation, mais en laissant les coupables se trahir. Les gens, songeait-elle en enroulant une pelote de laine, sont comme les patrons de tricot. Ils serrent une maille trop fort, et le motif tout entier se plisse d'une manière que personne ne pouvait ignorer. C'est avec cette pensée que Miss Marple conçut son dernier test. Elle commença avec sa douceur et son détour par parler à Madame Price. Cet après-midi-là, autour d'une tasse de thé, elle mentionna nonchalamment que l'inspecteur avait enfin découvert où étaient repassées les lunettes de M. Denham. Madame Price haleta, posa sa tasse trop hâtivement et demanda à en savoir plus. Miss Marple se contenta d'un vague sourire et murmura « C'est curieux comme les objets reviennent à leur propriétaire légitime ». Elle laissa Madame Price débordante de curiosité, certaine de répéter l'histoire dans tout le village. Le soir venu, l'histoire s'était effectivement répandue. Plusieurs villageois murmuraient que de nouvelles preuves avaient été découvertes. M. Bellamy semblait visiblement mal à l'aise devant le Hare and Hound, avalant sa pinte en silence.
Madame Graves, croisant Miss Marple dans le chemin, serra plus fort son châle et murmura « Ce n'était pas moi, Miss Marple. Quoi qu'on en dise, je jure que ce n'était pas moi. » La vieille dame lui tapota gentiment le bras, mais ne répondit pas. Elle n'avait pas dit que des lunettes avaient été trouvées chez quelqu'un en particulier, mais la peur a le don de coller à la peau du pied qui la ressent. Le lendemain matin, Miss Marple organisa sa petite réunion. Elle ne la nomma pas ainsi, bien sûr. Personne n'y serait venu s'il l'avait su. Elle invita plusieurs villageois à prendre le thé dans sa chaumière, prétextant avoir préparé un nouveau gâteau aux graines qu'il fallait absolument goûter frais. Le docteur Sanditon arriva le premier, suivi d'Amelia Fawcett, qui ne pouvait résister à l'idée d'avoir des nouvelles, puis de Madame Graves et enfin de Monsieur et Madame Bellamy ensemble. L'inspecteur Crayle lui-même, ayant entendu parler de la réunion, passa sous prétexte de s'assurer qu'il n'y avait pas de bêtises. En réalité, il était ravi de présider ce qu'il supposait être une nouvelle tournée de commérage. Le groupe s'installa dans le salon de Miss Marple, le feu crépitant joyeusement et le thé versé dans de délicates tasses en porcelaine. La conversation s'engagea sur les banalités habituelles. Mais Miss Marple, avec son savant mélange d'innocence et de perspicacité, l'orienta inévitablement vers Horace Denham. « C'est une si triste affaire, soupira-t-elle. Et c'est si étrange que cette pauvre horloge en laiton ait été brisée à côté de lui. On se demande, n'est-ce pas si elle a été brisée avant ou seulement au moment de sa mort ?» Amelia Fawcett gloussa et se pencha en avant avec empressement. « J'avais toujours dit que ce n'était pas un hasard, mais rien que l'odeur. » « Oui, » interrompit doucement Miss Marple, ses aiguilles à tricoter remuant sur ses genoux. « Cette odeur étrange. Comme quelque chose de roussi. Ça me rappelait la cire à cacheter, en fait. On utilise souvent une bougie pour l'adoucir. Et j'ose dire que les papiers de M. Denham contenaient plus d'une lettre qu'il souhaitait garder secrète. » À ces mots, Madame Graves émit un léger son, halètement, sanglot. Miss Marple se tourna doucement vers elle. « Ma chère, je ne devrais pas m'inquiéter. Il est clair pour moi que M. Denham utilisait la peur d'être exposé pour maintenir certaines personnes sous sa coupe. Une habitude cruelle qui lui valut de nombreux ennemis. Mais la vérité finit toujours par refaire surface, comme la crème sur le lait. » Madame Graves se couvre le visage de ses mains et ne dit rien. Miss Marple laissa le silence s'éterniser avant de tourner son regard doux vers M. Bellamy. Et puis, bien sûr, il y a les questions financières. Argent perdu, argent dû. On tue rarement par haine seulement, mais pour perte. Ça, c'est une autre histoire. M. Bellamy rougit, marmonna quelque chose à propos d'histoires sans fondement et vida sa tasse trop vite. La main de sa femme tremblait sur ses genoux, mais ses yeux restaient fixés sur le feu. Finalement, Miss Marple posa son tricot et les regarda tous. « Voyez-vous, ce qui est curieux avec les lunettes, dit-elle avec douceur, c'est qu'elles révèlent plus qu'elles ne cachent. Les lunettes d'un homme peuvent être cassées, enlevées, ou même portées par quelqu'un d'autre. Et quand on entend parler d'un étranger au village portant de telles lunettes, on se demande s'il s'agissait vraiment d'un étranger. Ou était-ce quelqu'un que nous connaissons, sous une autre apparence ?» À ces mots, Madame Bellamy poussa un cri aigu et porta son mouchoir à ses lèvres. Son mari se leva brusquement, exigeant que Mademoiselle Marple s'explique. L'inspecteur Crayle fronça les sourcils, profondément perplexe, et aboya. « Voyez donc, Miss Marple, que suggérez-vous exactement ?» Mais Miss Marple se contenta d'esquisser son sourire vague et innocent, et reprit son tricot. « Je ne suggère rien du tout, inspecteur. Je constate simplement que les gens sont rarement ce qu'ils paraissent, et que les secrets, qu'ils soient d'argent, de lettres ou d'apparence, finissent toujours par éclater au grand jour. La vérité éclatera bien assez tôt, j'imagine. » Ces paroles restèrent suspendues, troublantes et inachevées. Madame Graves s'essuya les yeux. Monsieur Bellamy murmura une colère sourde, et Madame Bellamy resta assise, pâle et silencieuse. Même l'inspecteur Crayle, pourtant dédaigneux en apparence, se tortilla mal à l'aise. Lorsque le rassemblement se dispersa, le village fut envahi par de nouvelles spéculations. Certains murmurèrent que Miss Marple avait accusé les Bellamy. D'autres insistèrent sur le fait qu'elle avait fait allusion à Madame Graves.
Personne n'était d'accord, mais tous estimèrent que la gentille vieille dame avait semé le trouble. De retour dans son cottage tranquille, Miss Marple posa son tricot et contempla le ciel qui s'assombrissait. Elle en était sûre désormais. Encore un effort. Une maille de plus dans le motif et l'aiguille coupable se révélerait. L'horloge des secrets de Haut-Balais était presque prête à sonner l'heure de vérité. Le samedi matin se leva, gris et lourd, le genre de temps qui pèse sur les nerfs d'un village comme un manteau humide. Les rues de Highbroom étaient plus calmes que d'habitude. On parlait peu, mais leurs regards se suivaient avec suspicion. Les répercussions de la réunion de Miss Marple la veille s'étaient propagées partout, chaque foyer interprétant ses remarques légères selon ses propres craintes. Certains étaient certains que les secrets de Madame Graves avaient été révélés. D'autres murmuraient que la famille Bellamy était au cœur de tout cela. Le fils Carter, bien que toujours sous l'ombre de l'inspecteur Crail, était désormais moins souvent mentionné. Miss Marple, assise à sa table de petit déjeuner, sa tasse de thé fumante à côté d'elle, s'autorisa un léger soupir. Elle avait mis au point son petit test, et il avait fonctionné exactement comme elle l'espérait. La peur s'était trahie, et la culpabilité avait tremblé comme un rideau dans le courant d'air. Il était temps maintenant de dire la vérité sans détour, et non de la laisser fermenter dans les ragots. Car elle savait que si les soupçons persistaient, ils pourraient mener à une nouvelle tragédie. À midi, l'inspecteur Crail arrive au cottage de Miss Marple, le visage rouge et irritable. « Écoutez, Miss Marple, fulminati, ce village est dans un état pire qu'à notre départ. On dit que vous avez découvert des absurdités à propos de spectacles, de lettres, de déguisements. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Je refuse que mon enquête soit embrouillée par des énigmes. » Miss Marple joignit les mains sereinement. « Mon cher inspecteur, je pense qu'il serait préférable que nous nous réunissions tous. Au presbytère, peut-être. Les secrets s'enveniment dans les recoins, mais ils s'étiolent à l'air libre. Il est temps, je crois, que la vérité soit révélée à tous. » Crail grogna, mais peut-être son instinct le prévint-il que toute résistance ne ferait qu'empirer les choses. Ce soir-là, les villageois furent donc convoqués au salon du presbytère. Le feu brûlait intensément, mais les visages rassemblés autour étaient pâles et inquiets. Amelia Fawcett se perchait avec impatience au bord de sa chaise. Madame Price affichait une expression de justification. Madame Graves tremblait si fort que sa tasse de thé s'entrechoque dans sa soucoupe. Les Bellamy étaient assis côte à côte, mais Madame Bellamy serrait fermement les mains sur ses genoux. William Carter, pâle et provocateur, se tenait près de la porte, sa mère à ses côtés. L'inspecteur Crail ouvrit la séance avec fracas. « Nous sommes ici, déclaratif, pour régler cette affaire une fois pour toutes. Les preuves pointent vers le jeune Carter. » « Vraiment ?» La voix douce de Miss Marple interrompit ses paroles. Le silence s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. La vieille dame silencieuse, son cardigan impeccable et son sac à tricot posé près de sa chaise. « Non, inspecteur. Les indices ne désignent pas William Carter. Ils désignent un autre individu. Et si vous me le permettez, je vais vous expliquer. » Elle commença doucement, presque sur le ton de la conversation. Monsieur Denham était un homme qui aimait le pouvoir. Non pas celui de la gentillesse, mais celui de la connaissance des secrets, des dettes, des petits défauts qu'on préfère cacher. Il pressait Madame Graves de menaces au sujet des affaires de son défunt mari. Il se dispute avec Monsieur Bellamy au sujet d'une perte d'argent due à un mauvais investissement. Il réprimande le vicaire au sujet de ses comptes. Bref, il semait la peur dans bien des cœurs. Mais ce n'était pas la peur seule qui le tuait, c'était la peur mêlée au désespoir. Un murmure parcourt la pièce. Miss Marple continua, son regard posé sur chaque visage. Le détail curieux, c'était ses lunettes. Il ne sortait jamais sans elles, et pourtant elles avaient disparu lorsque son corps fut retrouvé. Un fragment de verre teinté près du banc m'indiqua qu'elles avaient été brisées. Mais on entendit parler d'un étranger au village. Un homme portant des lunettes sans monture partit subitement le lendemain de la fête. Comme c'est opportun. Sauf que, bien sûr, il n'y avait pas d'étranger. Fowler n'était qu'un nom inventé, un déguisement de quelqu'un de notre village prenant une autre apparence. Elle marque une pause,
ses aiguilles à tricoter cliquetant un instant avant de les reposer. Et puis il y avait l'horloge cassée. Ses aiguilles marquaient 3h30. Trop beau pour être un hasard. Quelqu'un voulait nous faire croire que la mort était survenue à ce moment-là, et c'est effectivement le cas. Mais l'horloge n'avait pas été brisée lors d'une bagarre. Elle avait été placée tout à fait délibérément à côté de lui. Pourquoi? Pour créer une histoire, pour fixer le temps dans nos esprits, comme par le destin. Mais ce sont des mains humaines, et non le destin qui ont créé ce décor. Le silence devient pesant. Madame Graves se tamponna les yeux. William Carter s'agita, mal à l'aise. Mais le regard de mademoiselle Marple se tourna lentement et fermement vers les Bellamy. Et puis, dit-elle doucement, Madame Bellamy s'est effondrée dans sa cuisine. Elle nous a dit avoir vu Horace Denham en personne. Pas un fantôme, bien sûr, mais quelqu'un qui lui ressemblait suffisamment pour la terrifier. Elle ne mentait pas. Elle a vu son mari portant les lunettes de Denham. Un halètement collectif emplit la pièce. Monsieur Bellamy se leva à moitié, fanfaronnant. Absurde, complètement absurde. Mais sa femme poussa un cri étranglé, les mains portées à son visage. « Oui, poursuivit Miss Marple d'une voix douce mais implacable. C'était vous, monsieur Bellamy. Denham avait menacé de révéler vos transactions financières et vos pertes que vous tentiez de dissimuler à votre femme au village. Il vous aurait ruiné, et vous ne pouviez pas le supporter. Alors vous l'avez rencontré à l'église, vous vous êtes disputé, et comme il refusait de céder, vous l'avez étranglé. Vous avez mis en scène la scène avec l'horloge, pensant faire passer cela pour un accident. Mais vous avez négligé les détails, les lunettes qu'il ne quittait jamais, l'odeur de cire à cacheter lorsque vous tentiez de brûler ses lettres, le fragment de verre coincé dans la dalle. La bouche de l'inspecteur Crail s'ouvrit, se referma puis s'ouvrit à nouveau. Madame Bellamy sanglotait à chaudes larmes, tout son corps tremblant. « Je te l'avais dit, » murmura-t-elle à son mari. « Je t'avais dit que ça sortirait M. » Bellamy s'affaisse, le visage blême. Ses fanfaronnades l'avaient abandonné. « Il m'aurait ruiné, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tout ce que j'avais construit, tout ce que nous possédions. Il ne m'avait pas laissé le choix. » Miss Marple secoua doucement la tête. « On a toujours le choix, monsieur Bellamy. Mais l'orgueil aveugle les hommes plus sûrement que n'importe quelle paire de lunettes. Vous avez peut-être enduré la disgrâce, mais vous avez choisi d'apporter la mort dans notre village. Et la mort, j'en ai bien peur, ne peut être cachée. » Un instant, le silence régna dans la pièce. Puis l'inspecteur Crail s'éclaircit la gorge, la voix crispée. « Bon, je m'occuperai des arrangements nécessaires. » C'était l'aveu de défaite le plus complet que cet homme puisse jamais admettre. Tandis que les villageois sortèrent dans la nuit, le visage blême sous le choc, Miss Marple ramassa son sac à tricot et se leva. Elle paraissait lasse, mais son regard restait fixé. Amelia Fawcett s'avança précipitamment, demandant « Mais comment le saviez-vous, Miss Marple ?» La vieille dame sourit faiblement. « On se révèle, ma chère, si on observe et qu'on écoute. » Monsieur Bellamy criait trop fort, s'indignait trop, alors que le silence lui aurait mieux servi. Et Madame Bellamy, la pauvre, révélait plus de terreur qu'elle ne le voulait. Il suffit d'observer. Elle sortit dans la fraîcheur de la nuit, les étoiles s'affaiblissant au-dessus du clocher. Derrière elle, les villageois murmuraient, leur soulagement mêlé d'inquiétude. Justice avait été rendue, mais l'ombre de la mort de Denham ne s'évanouisse pas de sitôt. Highbroom retrouverait son rythme avec le temps, mais non sans s'en souvenir. Miss Marple rentre chez elle le long du chemin tranquille, d'un pas assuré, son châle serré contre elle. « Oui, murmura-t-elle, c'est toujours l'orgueil, la peur ou l'amour qui déraille. La nature humaine est infiniment la même. » Ainsi, l'horloge brisée n'était pas du tout fausse. Elle sonna l'heure de vérité, comme prévu. La révélation au presbytère jeta un silence qui dura des jours sur Haut-Balais. Les villageois, qui avaient murmuré et spéculé si librement, parlaient maintenant à voix basse, comme si les murs même les écoutaient encore. L'arrestation de M. Bellamy était le sujet de toutes les conversations, même si personne n'osait en parler trop fort. Avoir un meurtrier au milieu de leurs propres pierres ébranlait davantage la communauté que si le crime avait été commis par un étranger. On pouvait craindre les étrangers, mais ils ne troublaient pas la confiance du village en lui-même.
La culpabilité d'un voisin était bien plus troublante. Madame Bellamy, pâle et renfermée, ferma le bureau de poste pendant plusieurs jours, prétextant une maladie. Certains disaient qu'elle ne reprendrait jamais son travail. Car comment pouvait-elle affronter des clients qui connaissaient la honte de son mari? D'autres prétendaient qu'elle était plus forte qu'il n'y paraissait, qu'elle avait longtemps subi les fanfaronnades de M. Bellamy, et que cela aussi, elle le supporterait. Pourtant, lorsqu'on l'aperçoit derrière les rideaux, son regard semble hanté. Subir des affronts en privé était une chose, les voir exposés au grand jour en était une autre. Pendant ce temps, la famille Carter était accueillie avec un mélange maladroit d'excuses et de pitié. Ceux qui avaient autrefois traversé la rue pour les éviter apportent maintenant de petites offrandes de pain ou d'œufs, désireux de manifester leur contrition sans même prononcer un mot. Madame Carter acceptait ces gestes avec raideur, son orgueil blessé par la facilité avec laquelle les soupçons s'étaient portés sur son fils. William, bien que blanchi, supportait lourdement la pression. Il restait seul, pédalant à vélo à travers champs pendant des heures. Miss Marple, l'observant depuis sa fenêtre un après-midi, songea avec tristesse que l'innocence, une fois meurtrie, ne retrouve jamais tout à fait sa fraîcheur. On oublie vite, mais ceux qui ont été accusés à tort s'en souviennent. Quant à Madame Graves, elle marchait un peu plus droit dans les jours qui suivirent la révélation de la vérité. Les menaces qui pesaient sur elle suite aux insinuations de Denham, la peur des faux pas de son défunt mari, s'était envolée avec sa mort. Pourtant, son soulagement était tempéré par la honte. Elle n'avait pas été tuée, mais elle avait eu suffisamment peur pour se sentir souillée par le crime. Lorsqu'elle croisa Mademoiselle Marple devant l'épicerie, elle s'arrêta, tordant nerveusement ses gants. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Sans vous, je crois que j'aurais continué à croire que c'était peut-être de ma faute, d'une manière ou d'une autre. » Mademoiselle Marple lui tapota doucement le bras. « Vous n'avez qu'à vivre tranquillement, ma chère. C'est un remerciement suffisant. » Le révérend Biddle, lui aussi, respirait mieux, même si son sermon sur les péchés cachés, prononcé le dimanche suivant, attirait plus d'attention que d'habitude. Sa voix trembla une ou deux fois, mais à la fin son message était clair, la fragilité humaine doit être accueillie avec pardon autant que justice. Certains acquiescèrent, d'autres parurent dubitatifs, mais tous ressentent le besoin d'être rassurés. High Broom avait vu son ordre ébranlé, et le village s'accrochait au rythme familier des cloches du dimanche et des recueils de cantiques comme un navire à son ancre. L'inspecteur Crail, pour sa part, affichait une dignité forcée. Bien que la vérité lui eût échappé, il ne reconnut pas ouvertement son échec. Au contraire, il félicita Mademoiselle Marple avec fermeté pour ses observations perspicaces et déclara que justice n'aurait pas été possible sans sa surveillance efficace. Les villageois, habitués à de telles postures, ne protestèrent pas. Pourtant, dans le petit salon du Lièvre et du Chien, plus d'un fait remarquait que l'inspecteur aurait inculpé un garçon innocent sans Miss Marple. Cette phrase était prononcée avec fierté, même si elle-même ne l'aurait jamais revendiquée. La vie, inexorablement, reprenait son cours habituel. Les volets des boutiques se levèrent à l'aube, les écoliers sautillaient dans les ruelles, et Madame Price reprit sa domination animée sur l'Institut des femmes. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. La confiance, une fois brisée, ne se rachète pas facilement. Les voisins qui s'étaient regardés avec suspicion ne pouvaient oublier complètement les regards, les murmures, les alibis hâtivement offerts. La fête, autrefois mémorable pour ses rires et sa fanfare, resterait à jamais associée à la mort de Denham. L'horloge brisée, maintenant dans l'armoire à preuve de l'inspecteur, marquait plus d'une heure, elle avait marqué la fin de l'innocence à High Broom. Miss Marple, cependant, ne broyait pas du noir. Elle s'occupait de son jardin, rendait visite à ses amis et continuait à tricoter comme si rien n'avait perturbé sa paisible existence. Pourtant, ceux qui la connaissaient le mieux sentèrent qu'elle avait été pensive dans les jours qui avaient suivi la révélation. Un après-midi, Amelia Fawcett, incapable de contenir sa curiosité, demanda sans détour comment Miss Marple avait su qu'il s'agissait de M. Bellamy. Vous sembliez si certaine et l'inspecteur si déterminé à le savoir. Comment pouvez-vous le savoir?
Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles cliquetant à un rythme régulier. Ce sont toujours des petits détails, ma chère. Un éclat de verre là où il ne devrait pas être, une odeur là où elle ne devrait pas persister. Mais plus que cela, ce sont les gens eux-mêmes. Ils vous le disent, si vous savez écouter. Monsieur Bellamy était trop pressé de déclarer que Denham s'était fait des ennemis, trop convaincu de la culpabilité du garçon. Un homme vraiment innocent ne cherche pas tant à détourner l'attention de lui-même. Amelia hocha la tête, bien qu'elle comprît moins qu'elle ne le prétendait, et s'empressa de répéter ce qu'elle avait entendu à sa manière. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les haies et teintait le ciel de reflets dorés, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, sa tasse de thé à la main. Elle songea, comme souvent après de tels événements, à la nature humaine, à sa mesquinerie, à son orgueil, à sa soif désespérée de dissimuler sa faiblesse. Horace Denham avait manié le secret comme une arme. Et finalement, ce furent l'orgueil et la peur qui l'avaient anéanti, lui et son assassin. L'orgueil chez l'homme qui ne supportait pas d'être exposé. La peur chez celui qui ferait tout pour la faire taire. « C'est toujours pareil, murmura-t-elle. Toujours le même schéma, même si l'histoire peut changer. » L'horloge sur sa cheminée sonnait doucement, son son régulier et rassurant. Miss Marple la regarda avec un léger sourire. L'horloge en laiton brisé de Saint-Luc avait disparu, mais le temps continuait, comme toujours. Le village se relèverait, la vie reprendrait son cours, même si de légères cicatrices subsistaient. Et elle, de son côté, continuera d'observer, d'écouter, et de tisser les fils de la folie humaine selon des schémas qu'elle seule pouvait voir. Ainsi, High Broom, bien que marqué par la tragédie, retrouve son rythme habituel, mais quelque part, profondément enfoui sous sa surface, persistait la leçon que le mal peut revêtir le visage d'un voisin, que les secrets laissés à l'abandon peuvent détruire et que parfois, la voix la plus discrète, la plus douce, est celle qui voit le plus clair.